il y a des fusils et il y a des fusils. Tout comme un tireur d'élite était capable de plus qu'un soldat ordinaire, il est aussi probable qu'il veuille un fusil supérieur à la moyenne. Le lieutenant-colonel William Ripley, de Springfield, des pro-marques-tireurs d'élite des États-Unis, a plus tard écrit au sujet de la formation et de l'armement de son unité de tireurs d'élite du Vermont. Parfois, on trouvait un mousquet qui se distinguait par sa précision. Et parfois, une telle arme tombait entre les mains d'un homme capable d'en apprécier et d'en exploiter les meilleures qualités. On s'aperçut rapidement qu'une telle arme, entre les mains d'un tel homme, permettait d'obtenir des résultats impossibles à atteindre avec une arme moins précise entre les mains d'un homme moins habile. Pour remédier à cette situation, et pour s'assurer que les meilleures armes disponibles soient confiées aux hommes les plus aptes à les utiliser efficacement. Le département de la guerre décida, au début de l'été 1861, qu'un régiment serait organisé sous le nom de Premier Régiment des tireurs d'élite des États-Unis et qu'il serait composé des meilleurs et des plus experts tireurs à la carabine des États du Nord. Le recrutement et l'organisation de ce régiment furent confiés à Hiram Berdan, alors résident de la ville de New York, lui-même passionné de tir à la carabine et tireur d'élite expérimenté. Une sélection des meilleurs hommes fut effectuée et une démonstration d'habileté eut lieu qui n'avait peut-être jamais été égalée auparavant. Le président Lincoln lui-même prit part au tir, alors président utilisant une carabine appartenant au caporal H. J. Peck de la Compagnie du Vermont. Ripley a noté qu'à l'origine, les hommes devaient fournir leurs propres fusils, de belles armes conçues pour un tir de précision sur le champ de tir. Mais il fut ensuite décidé que ces armes n'étaient pas adaptées aux rigueurs du combat. Malgré l'opposition du chef de l'artillerie, les tireurs d'élite de Hiram Berdan ont finalement reçu leurs fusils, Sharps, pendant la campagne de la péninsule en Virginie, en mai 1862. 2052 fusils, Sharp à chargement par la culasse, modèle 1859 de calibre 52, ont été produits pour les hommes de Berdan, et ils les adoraient. Les fusils de Christian Sharps étaient appréciés pour leur conception à chargement par la culasse, offrant un rechargement bien plus rapide que les fusils à chargement par la bouche comme les Springfield. Le Sharps utilisait un mécanisme à bloc tombant pour ce chargement. Les fusils Sharps n'étaient réglés que pour une portée de 800 yards, mais les tireurs d'élite ne se sont pas laissés arrêter par cela. L'une des raisons pour lesquelles les officiers de l'armement étaient réticents à commander des fusils Sharps était que la production de ces fusils retarderait la fabrication d'une arme beaucoup plus populaire, la carabine Sharps. Christian Sharps a breveté sa carabine Sharps en 1848. Au cours de la guerre, près de 100 000 armes Sharps ont été mises en service, que ce soit dans les mains de l'Union ou des Confédérés, et la plupart d'entre elles étaient déjà des carabines à canon court. Comme les fusils Sharps, les carabines de calibre 52 étaient à chargement par la culasse pour un rechargement rapide. Les fusils et les carabines Sharps étaient tous deux très appréciés par les soldats qui les utilisaient. Les carabines étaient particulièrement prisées par la cavalerie de l'Union. Le gouvernement confédéré, appréciant la carabine modèle 1859, a commandé des copies à une entreprise de Richmond. Les fusils Sharp n'étaient pas les seules armes prisées par les tireurs d'élite. D'autres fusils prisés par les tireurs d'élite, mais moins par le chef de l'artillerie, incluèrent le Henry à répétition et le Spencer 56-56. Le fusil Henry, conçu par Benjamin Tyler. Henry était un fusil à chargement par la culasse comme le Sharps et avait la particularité d'être l'arme d'épaule la plus rapide de la guerre de sécession. Avec un magasin pouvant contenir 15 cartouches métalliques à percussion annulaire, les officiers craignaient qu'un tel rythme de tir ne provoque un grand gaspillage de munitions. Les Henry n'ont jamais été fournis en aussi grand nombre que les Sharps, mais ils étaient souvent achetés par des soldats individuels, qui espéraient qu'être capables de tirer jusqu'à 30 coups par minute leur donnerait un avantage.
En effet, on disait que les soldats confédérés appelaient entre le Henry ce fichu fusil Yankee qu'ils chargent le dimanche et avec lequel ils tirent toute la semaine. Mais les soldats rebelles ont aussi réussi à mettre la main sur des fusils Henry. Un grand nombre de fusils Henry ont été capturés ou achetés à titre privé par des sudistes. Le gouvernement confédéré n'a passé aucune commande pour ces fusils à répétition, mais les armes étaient disponibles sur le marché libre et beaucoup ont été achetés par ou pour des soldats confédérés. La plupart des fusils Henry utilisés par le Sud provenaient chaque année de captures au Nord, notamment par la cavalerie de Virginie, qui en a fait bon ou mauvais usage selon la perspective. Des fusils Henry capturés sur le 1er régiment de cavalerie de District de Columbia, la seule unité fédérale entièrement équipée de Henry, le fusil Henry allait connaître une seconde vie après la guerre, évoluant vers le célèbre Winchester de 1866. Des hommes comme Christian Sharps étaient très innovants dans la conception de leurs fusils à culasse. Mais ils étaient toujours limités par le fait qu'ils utilisaient des cartouches à poudre noire. Ils n'en étaient pas encore à la cartouche métallique autonome. Avec le Spencer, vous aviez encore une cartouche en papier, presque comme du papier flash. L'étui de la balle qui contenait la poudre. Vous la mettiez dans la culasse, vous releviez le bloc tombant du Sharps. Il fallait encore mettre une capsule à percussion à l'extrémité de l'arme. On évoluait vers l'abandon de la capsule à percussion comme on le faisait avec le Burnside, le Smith ou le Guinan Campbell. Cela limitait la capacité de tirer rapidement et de façon répétée avec les carabines pendant la guerre de sécession. C'est le développement de la cartouche à percussion annulaire de calibre 44 qui est apparu pour la première fois dans la carabine Henry et la cartouche de calibre 56 qui était dans la carabine et le fusil Spencer qui a vraiment accéléré le développement et l'utilisation des armes à feu grâce à une puissance de feu supérieure pendant la période de la guerre de sécession. Les fusils Spencer, conçus par Christophe Spencer, étaient utilisés plus largement que les Henry. Comme la Henry, la Spencer 56 par 56 utilisait une cartouche métallique à percussion annulaire autocontenue. Le chargeur 7 coups de la Spencer, moitié de celui de la Henry, prenait un peu plus de temps à charger. Mais c'était une arme plus robuste, plus apte à survivre aux rigueurs de la route et du combat. Et sa cartouche avait beaucoup plus de puissance que la cartouche de 44 tirée par la Henry. Comme la Henry, la Spencer utilisait un mécanisme à bloc roulant pour introduire les cartouches dans la chambre en actionnant un levier. L'armée a préféré la Spencer lors des essais et en a d'abord commandé 10 000. Le lieutenant-colonel Grover Swarmer, commandant du 8e régiment de cavalerie du Michigan, a écrit à son quartier général en juillet 1863. Nos fusils Spencer se sont, comme toujours, avérés une terreur pour les rebelles. Ils nous croyaient bien plus nombreux que nous ne l'étions, quand chaque homme pouvait leur tirer 7 coups si rapidement. Je crois que c'est la première fois dans cette guerre où il y a eu plus de tués que de blessés. D'après les rapports reçus, il y a au moins 3 tués pour un blessé. Et ce fait est dû à la terrible efficacité de nos fusils. Aussi bien que le fusil d'un soldat puisse tirer, il y avait toujours la possibilité que l'arme devienne encore plus précieuse dans une situation qui n'impliquait pas du tout la poudre à canon. Quand l'ennemi est juste sur vous, vous n'avez pas toujours le temps de recharger votre arme, surtout s'il vous fonce dessus en hurlant dans le cadre d'une charge à la baïonnette. Les baïonnettes n'ont pas été autant utilisées pendant la guerre de sécession que lors des guerres précédentes. En grande partie grâce aux améliorations des armes à feu qui permettaient une plus grande portée et une cadence de tir plus élevée. Fini le temps où deux armées se faisaient face à 50 mètres de distance, échangeant quelques salves avec des mousquets à canon lisse pour préparer un combat rapproché mortel à la baïonnette. Mais les baïonnettes étaient devant toujours utilisées. Elles faisaient d'excellents chandeliers avec la pointe plantée dans le sol et la bougie placée dans la douille. Et elles pouvaient aussi servir de pelle en cas de besoin pour creuser des tranchées ou des latrines. Mais leur utilisation militaire n'avait pas disparu. L'usage le plus célèbre de la baïonnette pendant la guerre de sécession eut lieu lors de la défense de Little Round Top à Gettysburg,
où le 20e régiment du Maine, commandé par le brigadier général Joshua Chamberlain, dut tenir la position. Ils avaient Charlie repoussé des attaques répétées du 15e régiment d'Alabama et étaient en à court de munitions. Chamberlain ordonna une charge à la baïonnette qui mit en déroute et captura les rebelles, ce qui lui valut la médaille d'honneur. Merci de nous avoir regardés. Pour soutenir la création de contenu historique, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.